différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Voilà, il est 7h. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca qui est chez vous. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. Bienvenue. Merci d'être là avec nous et de rester jusqu'à la fin. Nous sommes également sur Facebook en direct et en direct sur notre site internet en différé sur WhatsApp et YouTube. Alors sur le plan local, on va parler à Frantz André. Avec lui, on va aborder plusieurs sujets, même un sitting devant l'Agence des services frontaliers ce matin, qui a lieu ce matin même, et en lien avec la mort, vous vous souvenez, de ce Nigérian qui était en instance de déportation et qui est décédé. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a un sitting devant l'Agence des services frontaliers ce matin. On parlera de la manifestation de samedi prochain, mais aussi d'une séance d'information à l'intention des demandeurs d'asile qui arrive pour bientôt, le 16 septembre. On abordera ces trois aspects-là avec Frantz André tantôt. Et en Haïti... Il y a des manifs un peu partout en Haïti. Ça prend des tournures... Ouais, encore Petro-Caribé, ça n'a pas été trop gentil hier. Il y a eu des tirs, beaucoup de gaz lacrymogènes à Port-au-Prince. Ouais. À Okaï, il y a eu aussi une manifestation. Sachez aussi que... Au Cap-Haïtien aussi? Dans le nord, ils préparent, particulièrement à Ouanamène, il y a une manif qui est prévue pour samedi prochain. Okay. Alors qu'une vingtaine de sociétaires de coopératives, victimes de coopératives, ça fait longtemps, on n'a pas entendu parler de ça, ont tenu eux aussi un sitting pour demander de se faire rembourser par David Chéry. T'es sérieux? Ben oui, ça s'est passé. Ça, c'est Rosemont Jean qui était à la tête de ça encore? Non, c'est juste un groupe d'une vingtaine de sociétaires victimes. Rosemont Jean n'était pas là? Non, en tout cas, je ne l'ai pas entendu, on n'a pas cité son nom. Okay. Sur le plan politique, Asnel Jean, député de l'île de la Tortue de Port-de-Paix, membre aussi, l'un des responsables de GPS, un groupe minoritaire, a confirmé qu'ils ont rencontré Jovenel. Cette fois, ce n'est pas Jean Risséan, c'est Jovenel même qui a rencontré GPS. Dans le cadre de la ratification éventuelle de M. Seyhan. Et là, vous aurez des détails, mesdames, messieurs. Je vous en prie, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 61 Pointe-aux-Trembles au 12011 Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur le modèle de 2018 jusqu'au 31 août. Des petits modèles de camions, neufs et d'occasion de toutes les automarques. Appelez Vince Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août 2018. Certaines conditions s'appliquent. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait.
Voilà, c'est nos nouvelles sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Et nous sommes en direct sur Facebook, en direct sur notre site internet intexto.ca et en différé sur WhatsApp et YouTube. Vous l'avez dit qu'on allait accueillir en début d'émission Franz André du comité d'action des personnes sans statut, plutôt pas d'appui mais d'action. Ils sont très sensibles sur les mots. Qui, justement, en lien avec plusieurs autres organisations, tient un sitting ce matin devant les bureaux de l'Agence des services frontaliers à Montréal, au 10-10 Saint-Antoine. C'est en lien avec la mort de ce demandeur d'asile, justement, qui, après 13 ans, est mort lorsqu'il était en instance de déportation. Et c'est M. Allo. Alors, bonjour, Franz André. Oui, bonjour, bonjour, Jean Dumas, bonjour. Merci de me donner une voix à votre émission. Ça fait plaisir. Vous êtes actuellement au 10-10 Saint-Antoine ou sinon en direction du 10-10 Saint-Antoine? Mais en fait, nous y sommes. Alors, ce que nous avons fait, je travaille beaucoup avec Solidarité sans frontières, un organisme qui nous côtoie depuis maintenant 2014. Nous avons enchaîné les portes de l'agence frontalière. Donc, les employés ne pourront pas rentrer à moins qu'ils prennent d'autres mesures. Vous avez enchaîné les portes? Comment ça? Oui, nous avons enchaîné les portes. Donc, les employés ne pourront pas rentrer. Pourquoi vous avez fait ça? L'idée, c'est de voir à dire que cet édifice, en fait, est un endroit où il se passe des choses qui ne devraient pas se faire. Pour avoir accompagné plusieurs de mes compatriotes pour aller choisir une date de déportation, la manière que ça se fait, c'est d'une manière très abusive, d'une manière irrespectueuse. Donc, nous voulons lancer un message que cet endroit, en fait, c'est un lieu de torture psychologique et on devrait revisiter les politiques et les procédures de déportation. Mais est-ce que vous avez le droit de faire ça? Bien, le droit, on le prend. On a le droit de manifester. Naturellement, les policiers pourront nous dire quoi faire. Par contre, jusqu'à présent, c'est très calme. On n'a pas de voiture de police qui soit présente. Les employés de sécurité respectent notre position. Les employés qui tentent de rentrer ne savent quoi faire. Donc, c'est là nous en sommes. Et puis, c'était le désir de cet événement. Comment vous appelez ça? Une espèce de deuil collectif, c'est ça? C'est ça, un deuil collectif, c'est que nous faisons, comme on ne veut pas dire veillée funèbre, ce serait plutôt le matinée funèbre, en mémoire de M. Lalo qui a été tué. Il faut dire que ce monsieur, en fait, se faisait déporter. Il était escorté par 2 agents de sécurité frontaliers. On allait le mettre dans l'avion. Et il a résisté un peu, et voilà, il y a eu un échauffourée, puis le monsieur est décédé. Et ça, naturellement, ça nous inquiète. Quand vous avez des agents frontaliers qui sont là pour protéger les gens, oui, on comprend que c'est une déportation, mais ça n'aurait jamais dû arriver au point où ce monsieur décède au main de ses agents. Mais monsieur André, on sait aussi qu'il y a une enquête. On sait aussi qu'il y a une enquête qui est en cours. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre au moins les éléments de l'enquête avant de faire des démarches de ce genre? Bien, peu importe. Je pense que peu importe. Il y a eu d'autres exemples du genre. Il y a eu des gens qui se sont suicidés, ne préférant de partir. Pour le peu que j'assiste quand il y a des convocations pour choisir une date, la manière que les choses sont faites d'une manière agressive, même pour décontenancer l'individu, et très souvent, c'est arrivé que quelqu'un qui, sous la pression, a craqué, s'est mis à pleurer, et il a été détenu. Et amené au temps de détention, parce qu'on avait peur qu'il ne quitte pas à la date choisie. Alors ça, c'est juste pour vous parler un petit peu de ce qui se passe. Oui, mais c'est pas seulement vis-à-vis de lui qu'on prend ces types de mesures. Dès qu'on a l'impression que la personne pourrait se fondre dans la nature, on prend des dispositions en ce sens, non? Bien, pleurer, selon moi, n'est pas forcément la raison qui indique que cette personne ne quittera pas à la date choisie. Mais, monsieur André, pour ce cas précis, en faisant ça, vous êtes en train de dire que les agents de service frontalier sont responsables de sa mort, c'est ça?
Non, ce que je dis, c'est que les agents du service frontalier exécutent un travail qui, à mon avis, n'est pas toujours digne de la personne humaine qui se trouve dans une situation de détresse, qui retourne dans un pays, dans beaucoup de cas, qu'ils ont quitté et qui est justifié qu'ils quittent. Et maintenant, on les retourne plus pauvres dans certains cas. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de famille. Ils se retrouvent encore plus démunis que quand ils ont quitté. Alors, je pense qu'on doit prendre en considération ce qui se fait de la manière qui se fait. Je peux vous dire que depuis maintenant à peu près 2 mois, je dénonce ces choses-là et l'attitude a déjà changé. Parce qu'ils savent que je dénonce. Comment Et ça? même qu'ils m'ont assigné, bien, l'attitude a changé. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est que dans tous les dossiers qui savent que je suis impliqué, on m'a assigné une personne, une agente senior, qui était extrêmement gentille maintenant. Contrairement, auparavant, c'était différents agents. OK. Alors, je pense qu'ils ont compris quelque part que ce qui est dénoncé est véridique. OK. Parlons d'un autre sujet, M. André. C'est samedi prochain. Vous êtes impliqué aussi. Vous êtes un militant qui est sur tous les fronts, finalement. La manifestation de samedi prochain, Petro-Caribé, à l'international, vous êtes impliqué là-dedans aussi. C'est exact. C'est une initiative d'une jeune dame ici, Anastasia Marcelin, qui est extrêmement populaire dans le sens qu'elle peut faire déplacer les montagnes, mais elle a un cœur de patriote. Alors qu'elle m'a appelé, j'ai dit oui, on y va à 300 000 à l'heure. Je pense qu'on se devait de monter solidaire à ce qui se fait en Haïti. La question du Petro-Caribé nous concerne tous, aussi bien et peut-être même plus ceux de la diaspora qui continue à financer un gouvernement qui a dilapidé 3,8 milliards de dollars. Quand on envoie faire le transfert d'argent à nos familles pour survivre, même pas pour vivre, pour survivre, on nous prend automatiquement, sans qu'on le veuille, $1,50 US. Alors, pourquoi continuer avec un système quand ces gens-là, Venezuela nous a donné une opportunité de vendre l'essence à moindre coût pour pouvoir développer des programmes sociaux et possiblement diminuer l'extrême pauvreté. Alors, 3,8 milliards auraient pu faire beaucoup de choses en Haïti. Voilà. Alors, nous, en tant que diaspora, nous avons un devoir de montrer, d'être solidaires à ce qui se fait en Haïti. OK. Revenons à la question des demandeurs d'asile. D'ici une quinzaine de jours, le 16 septembre, je crois, vous organisez une séance d'information à l'intention des demandeurs d'asile. Sur quoi est-ce que vous allez les informer? Quelle attitude à avoir, advenant qu'ils sont convoqués? C'est quoi? Quelle information est-ce qu'il manque aujourd'hui, selon vous? Bien, c'est tout ça. Je me demande, c'est que justement, j'ai été approché par une personne qui en a 50 où il travaille et tout le monde a une information différente. Et la réalité change tellement rapidement au niveau des déportations massives. Il faut souligner que maintenant, on convoque même les gens qui étaient couverts par le moratoire, qui sont ici depuis 2008 ou 2010. Donc, ils vont jusque-là maintenant. Et donc, chaque personne a une information qui est différente et puis on doit les garder au courant des procédures et comment maintenant ils doivent réagir quand ils sont convoqués à l'agence frontalière. J'ai pas l'opportunité d'être avec tout le monde, mais ils doivent savoir un minimum de droits qu'ils ont, à savoir que peut-être qu'ils sont encore à la paix, peut-être qu'il y a un cours fédéral, requête de contrôle judiciaire, peut-être qu'il y a encore l'humanité, il y a le ERA. Et ça, s'ils ne le savent pas, les agents frontaliers les mettent devant le fait qu'il faut choisir une date, alors peut-être qu'ils ont encore d'autres ressources. Oui. OK. Allô? Oui, je suis là. Oui. Et donc, est-ce que vous connaissez déjà les invités qui seront là pour informer les gens? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous allez inviter des spécialistes de la question? Oui, certainement, nous allons le faire. Nous n'avons pas finalisé les choix. Nous sommes en train de regarder le profil des gens et quels vont être les besoins pour pouvoir faire les invitations. Alors, peut-être juste pour dire que nous sommes ici devant le 10-17 Antoine jusqu'à 10 heures. Ouais. Donc, vous avez encore une chance de venir nous retrouver. Pour ceux qui vont travailler, vous avez amplement de temps. Je vous demande de venir sur 10-17 Antoine Ouest, le métro Bonaventure. L'événement de samedi, ça va être au parc Tous Ouverture, qui est le 137 Maisonneuve Est, donc qui est en arrière du métro Saint-Laurent.
on parle du pape pour son ouverture pour se rendre au consulat d'Haïti. Et naturellement, le 16, ça va être au BCHM, bureau de la communauté haïtienne de Montréal, à partir de 16h30. Donc, c'est les 3 événements. Voilà. Merci beaucoup, Franz André, qui est sur plusieurs fronts, en fait, sur le plan de la militance, notamment ce qui a trait aux demandeurs d'asile, aux sans-papiers, en lien avec Solidarité sans frontières. Merci beaucoup, M. André. Très bien. N'oublions pas que nous réclamons un moratoire. Le moratoire devrait nous donner suffisamment de sursis aux gens pour passer à travers tout le processus d'une manière digne et respectueuse. Voilà. Bonne journée. Merci encore. La Direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Bonjour François. Bonjour Janima, bonjour Jean-Hector, bonjour à tout le monde. Bonjour François et bienvenue. Voilà, j'ai préféré commencer par un bonjour au lieu de commencer à niaiser là. Bon, là, au moins pour une fois, là, vous avez été gentil. Bon, on niaise un petit peu quand même. Alors, quelle information quelle information tu as pour nous? D'abord, si on annonce une modification à l'accord sur la mobilité des jeunes entre le Canada et l'Australie. Maintenant, on élargit la plage d'âge qui a été offerte aux jeunes Canadiens de voyager, de travailler en Australie grâce à un programme d'expérience internationale au Canada. Ça veut dire que maintenant, cette modification permettra aux jeunes adultes canadiens et australiens âgés de 18 à 35 ans de travailler et de voyager par l'intermédiaire du programme Expérience internationale au Canada. C'est-à-dire que c'est une source d'avoir ce qu'on dit importante et qui permet par exemple aux participants étrangers de 2 pays de pouvoir faire le lien, de pouvoir visiter, de travailler. Vous savez qu'avec beaucoup de pays, notamment ici en Amérique avec le Chili, en Europe avec la plupart des pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne, et puis maintenant l'Australie, il y a aussi la Nouvelle-Zélande, le Danemark. Le Canada offre la possibilité aux jeunes de faire une demande. Et bien de venir au Canada sur un programme vacances-travail, un programme d'expérience internationale où les gens, en tant que visiteurs, ont le droit de travailler pendant qu'ils sont là. Et si jamais l'expérience est bonne, ils veulent rester, par exemple, au Canada, ils doivent avoir par exemple, une offre d'emploi de l'employeur pour pouvoir devenir maintenant travailleur étranger temporaire. Alors, c'est une très bonne chose, mais malheureusement, le Canada ne choisit pas ces pays au hasard. Ce sont des pays qui sont, bon, on comprend bien ça, ce sont des gens qui ont la possibilité de vivre dans leur pays d'abord, et puis qui peuvent maintenant venir ici, et puis qui travaillent correctement. Alors, le programme comprend 3 catégories. Il y a vacances-travail, comme je vous ai dit.
Il y a le stage coop international. C'est-à-dire que les participants reçoivent un permis de travail lié à un employeur donné. Okay? Il y a aussi les jeunes professionnels, c'est-à-dire on reçoit un permis de travail lié à un employeur donné qui permet d'acquérir une expérience. Et on apprend également qu'il y a à peu près 200 000 Canadiens qui ont déjà profité de cette possibilité de voyager parce que les Canadiens ont aussi bénéficié de cet avantage-là. Ça veut dire que c'est un mouvement qui se fait des deux côtés. Et le Canada reçoit et en même temps, les autres pays donnent la possibilité aux Canadiens de pouvoir visiter, de pouvoir le faire. Okay? Alors ça, c'est la nouvelle à ce sens-là. Bon, et deuxième nouvelle, parlons de demandeurs d'asile. On apprend que depuis hier, maintenant, on donne aux demandeurs d'asile, chaque fois qu'on quelqu'un fait une demande d'asile, on leur donne une confirmation de cas déféré aux demandes. Ça veut dire que, c'est quoi, je vais vous expliquer. C'est quoi ça? Lorsque vous faites la demande d'asile, ça veut dire qu'on vous remet un document qui explique, maintenant ça c'est nouveau, c'est à côté de hier que ça a commencé, on donne une lettre ou bien un document qui confirme le délai pour transmettre les formulaires de demande d'asile, la date d'audience en cas de désistement, et ensuite d'autres renseignements importants sur le traitement des demandes d'asile. On ne faisait pas ça avant, François? Avant, on donnait, par exemple, on pouvait écrire, par exemple, sur le formulaire de demande d'asile, on pouvait encercler les 15 jours, okay, pour dire à la personne que vous avez 15 jours pour soumettre cette demande-là. Ensuite, on pouvait dire ça de façon verbale aux gens. Mais maintenant, il y a un document qui est en vigueur depuis hier. Ça veut dire que ce document va dire très clairement, voici la date limite pour transmettre le formulaire de demande d'asile. Parce que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et les 15 jours, par exemple, si la personne est venue le 12, il y en a qui pensent que les 15 jours, c'est le 27, ou bien c'est le 28, ou bien c'est le 26. Alors, maintenant, dans le document, on va spécifier la date limite. OK? Ensuite, on va donner, par exemple, une date d'audience spéciale en cas de désistement, mais on ne mettra plus une date d'audience. C'est-à-dire, on ne va pas dire que votre audience est prévue pour le 3 mars, par exemple. OK? Parce qu'on ne sait pas. Et ça crée aussi un problème. Et dernièrement, j'entendais des gens qui disaient qu'on devrait écarter un procès contre la commission qui ne respecte pas les dates d'audience. Okay. Vous voyez, parce que jusqu'à présent, au niveau légal, il est dit au niveau de la loi que on doit, par exemple, l'audience est prévu pour 2 mois, jusqu'à présent. OK. Ça n'a pas été modifié. Ça veut dire que là, si vous suivez d'abord avec la loi modifiée en 2012, ça veut dire que c'est 2 mois, ça peut être 2 mois pour avoir une audience. Mais on sait qu'il y en a qui ont à peu près 1 an et demi, 2 ans qui n'ont pas encore d'audience. Okay. Alors ça crée un problème avec ça. Bon, et pour terminer, pour parler de ce que M. François disait tantôt, pour la rencontre du 16 septembre, moi j'invite les gens à prendre part à cette activité-là parce que quand même il y a beaucoup d'informations qui seront données à ce niveau. Et j'invite les gens à y aller parce que chaque fois qu'on a la possibilité d'avoir des informations, et surtout, il y a tellement de désinformations qui se fait au niveau de la communauté. Ça, c'est vrai. Alors, allez-y pour pouvoir y participer. Et puis, samedi aussi, il y a une journée porte ouverte, j'en avais parlé dernièrement, une journée porte ouverte qui se fera, ça c'est à l'ensemble des gens de la communauté. Ça se fait, par exemple, sur Crémazie, on devrait regarder ça, voilà. On va avoir des spécialistes de plusieurs domaines qui seront présents pour pouvoir offrir des services, pouvoir parler de leurs services, parler de leurs services.
Ça veut dire que c'est important de savoir que souvent les gens ont besoin de savoir comment acheter une maison, comment, par exemple, faire une activité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Et l'information, soit elle est disponible, ou bien ce qui est dit n'est pas bien expliqué. Alors, on invite les gens à prendre part, à venir, c'est la liste de 11h à 4h pour participer, pour avoir des informations sur l'assurance, sur l'immobilier, sur l'immigration. Il y a beaucoup d'informations que vous allez avoir. Ça va se passer où, l'adresse, François? Je cherche ça et je vais vous dire ça maintenant parce que c'est important de venir pour pouvoir participer et puis c'est ça. Alors, juste un moment pour vous donner l'adresse. J'espère qu'une texto sera là également. Je pense que oui. Je pense que oui. Oui, porte ouverte, journée porte ouverte. Alors, malheureusement, je n'ai pas trouvé. Mais demain, je peux en parler. Oui. Reviens-nous demain avec l'adresse et plus de détails. Et probablement, on viendra avec plus de détails aussi demain concernant cette journée. Et samedi, c'est une journée chargée. Très chargée. Oh là là! Ça va être chargé. Pour être un peu partout à la fois. Là. Oh là là. Oui. Ok, merci François. Merci et puis à demain. À demain. Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. C'est heure quelque chose, là, j'ai été 28 minutes. Comme 28 minutes. On commence la nouvelle d'Haïti plutôt tôt ce matin parce qu'on est un petit peu chargé. Oui, absolument. Il y a beaucoup d'informations à partager, particulièrement en ce qui a trait à cette mobilisation qu'on a en Haïti depuis Petro-Caribé qui nous tient en haleine, dis-je bien. Le challenge. À Port-au-Prince, on a eu une manifestation émaillée de violence un peu partout. Il y aurait même eu un blessé par balle. Pardon. On va comprendre un peu comment ça s'est passé. C'est un reportage de Diego Charles. Ouais. Gaz. Très remontés contre l'attitude des agents de la PNH, les protestataires ont lancé des pierres en leur direction et ont cassé les pare-brises de plusieurs véhicules immatriculés services de l'État. Ils accusent les policiers de protéger les présumés dilapidateurs des fonds Petro-Caribé. Comme nèg sa yo souvent utilisé pour massacrer un mouvement pacifique que n'a fait. Et depuis nèg yo commencé à agresser nous n'a sauté pacifique et nous violemment. Après avoir été dispersés à plusieurs reprises par les forces de l'ordre, plusieurs dizaines de manifestants se sont finalement rendus devant le palais de justice.
Avant le démarrage de la marche, les organisateurs avaient procédé à ce qu'ils ont appelé une expo pétro, activité au cours de laquelle ils avaient exposé des photos de grands commis de l'État, anciens et actuels, qu'ils soupçonnent d'avoir détourné l'argent du programme Petro-Caribé. Parmi ces personnalités figurent les anciens présidents Jocelyn Prévert, René Préval, Michel Martelly, les ex-premiers ministres Michel Duvivier Pierre-Louis, Laurent Lamotte, Jean-Max Belrive, Evans Paul et Nex Jean-Charles, ainsi que les hommes d'affaires Dimitri Vob, Réginald Boulos et Gilbert Bidiou, entre autres. Voilà. Pour comment ça a été à Port-au-Prince. La liste est longue. Oui, c'est sûr. Au CAI, il y a eu aussi une manifestation, toujours dans le même cadre, dénoncer ou demander des comptes par rapport à la gestion des fonds de Petro-Caribé. Est-ce qu'il y a eu moins de violence, moins de chauffourée? Il y a eu moins de violence. Peut-être qu'il n'y a pas eu de violence du tout comparativement à Port-au-Prince. Un reportage de Jean-Caleb Mercival qu'on va écouter. Jean Santé lancé sur les réseaux sociaux semaine passée à plusieurs dizaines de jeunes citoyens et étudiants organisé une marche pacifique journée mercredi 29 août 2018 pour exiger les mieux-faits sous l'argent Petro-Caribéen. Bien bon matin, la presse a constaté plusieurs banderoles dans quelques coins de la ville qui posaient question contre COP Petro-Caribéen avec hashtag Petro-Caribé Challenge. Nous invitons à écouter comment bien santé. Nous connaissons tout comme qui t'a gagoté. Département Sud, des projets pas là-dedans. Aéroport, gare routière, développement il la vache, lycée jeunes filles. Tout ça, c'est tout comme qui dilapidé dans le fonds Petro-Caribéen. Je dis, nous devons surveiller des comptes pour nous demander pour faire lumière sur le rapport Petro-Caribéen. On nous fait subir. On nous fait là. Organisateur après mouvement ça annoncé il a continué à mobiliser pour y rejoindre au Cayouvléa à COP Petro-Caribéen. Voilà. Et il y en a une annoncée dans le nord, notamment à Ouanamet, non loin de la frontière, que devait prendre place cette manif. Ce sera pour le 1er septembre. L'idée, encore une fois, c'est pour demander des comptes par rapport à la gestion des fonds de Petro-Caribé. Rony Petit, c'est le correspondant de Radio-Vision 2000 à Ouanamet. C'est lui qui nous explique tout ça. Sous initiative alternative Jeune Ouanamet pour une nouvelle vision à Jonve, une marche pacifique lancée pour journée samedi 1er septembre 2018 là à 10h du matin pour capable exiger un procès pressé pour moun qui dilapide fonds Petro-Caribéen capable restituer l'argent ça à l'État haïtien. Sankara Jules, qui lui-même c'est coordonnateur à Jonve, fait quoi marche ça c'est pas un mouvement secteur politique mais c'est tout jeune tant vieux qui sont concernés qui doivent venir pour te coller pour marcher ça capable une réussite. N'a lancé un appel by gouvernement pour que yo prenne responsabilité yo pour que moun qui dilapide des fonds ça yo comparaître devant la justice pour que yo juge normalement et l'État lui-même les restituer comme blanc. Nous même dans niveau Ouanamet, nous besoin l'hôpital, nous besoin électricité, nous besoin route, nous besoin de l'eau, nous besoin tout ça, yon peuple besoin en tant que peuple pour le vivre. Samedi 1er septembre, nous parlons des responsables pour que yo prennent disposition pour l'État restituer COP Petro-Caribéen. C'est samedi 1er septembre 2018 là. Gagné annonce qui fait quoi président République là, en l'occurrence Jovenel Moïse, capable de rentrer dans la ville là pour venir inaugurer un parc de jeux qui fait réhabiliter. Un pile commentaire a fait dans la rue Ouanamet sous yon bord. Président pays qui gagne possibilité pour venir inaugurer un parc de jeux qui fraîchement réhabilité avec marche pacifique pour exiger l'argent Petro-Caribéen. Voilà, ça c'est pour Ouanamet, Jean-Numa Goudou. Alors pour Prince, on l'avait dit en titre, il y a une vingtaine de sociétaires victimes des coopératives. Là, on est dans les années... même avant 2000, hein, ça fait un petit bout de temps, ils ont tenu un sitting devant les locaux de l'école Cœurs Unis et de David Chéry. Encore une fois, il demande à ce que M. Chéry puisse... en tout cas, ça, c'est une vieille histoire de dilapidation. Oui, absolument. Et puis, c'est ce qui arrive avec Petro-Caribé, justement. Ça réveille beaucoup de choses qui rappelle encore, c'est pas la première fois qu'on a eu des problèmes en Haïti. On va écouter comment c'était devant les locaux de Cœurs Unis à Port-au-Prince.
Parce que toute société fait pire en société nous marron, yo dit yo pas ka venir là, y a tiré yo, y a fait une série de bagages. Nous-mêmes société victime coopérative, c'est doué nous pas venir voler là. Nous pas venir casser l'école David là. Mais nous venir dire David, lui doit nous c'est pour le payer nous. Et l'école ça pas ouvert tout autant nous pas joindre cop nous. L'école ouvert, nous pas gon good pour nous voyer petit nous l'école. Dans l'école ça cop nous le fait. Nous venons parce que nous pas capable encore, nous pas capable. David chéri doit nous gon jugement qui sorti contre lui bien longtemps. Pour accomplir jugement ça pour te payer nous. Yo pas champ payer nous. Je dis à nous prendre décision, nous dit que n'a venir devant l'école là. Nous venons avertir David chéri. Prochaine occasion n'a tourner encore, n'a venir habiter dans l'école là. N'a venir à Zorie, n'a venir à cabane, n'a venir rester dans l'école là. David chéri il a deux choix. C'est soit payer nous ou bien pour prison. David chéri doit nous l'argent nous des années. Il y a 15 ans là depuis doit nous comme nous. Nous gè comme nous dans mairie et c'est pression la recevoir à droite à gauche. Même matière pour nous venir nous comprendre société avec père yo courir tourner parce que yo dit mettez mon à trouver là pour tirer nous. Oh là là. Ben, on croyait que c'était un fruit, c'était oublié, c'était réglé, cette affaire-là. Tout le monde l'avait oublié. Mais non, ce n'est pas le cas. Peut-être plus de 20 ans après, on demande ça dormait. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, Petro-Caribé, vraiment, cette mobilisation réveille beaucoup de chats qui dorment et on va voir comment ça va s'articuler. Sachez que sur le plan international, il y a beaucoup de mobilisations. On l'avait dit, plein de médias internationaux, RFI en parle. Ici à Montréal, on en aura, oui, justement. Il y aura des manifestations, mais cette fois, c'est une organisation de défense des droits humains, Humanitarian Organization, qui a écrit au Black Caucus aux États-Unis. Pourquoi? Pour demander à ce que certains individus de nationalité américaine qui seraient impliqués de près ou de loin dans la dilapidation des fonds de Petro-Caribé soient traduits devant la justice. Et là, c'est Renaud Josué, qui est l'un des responsables de cette organisation, qui explique pourquoi ils ont décidé de faire cette démarche. Ce qui fait nous adresser ça par président comité et Black Caucus là, c'est parce que notre dossier Petro-Caribé continue à faire actualité et demander accompagnement. Nous sommes capables de dire que Jodia, c'est avec plaisir et fierté, nous avons regardé, nous voyons que jeunesse pays prend en charge dossier ça et approprie parce que c'est 3,8 milliards de dollars qui évaporent et certainement faut que des gens qui sont capables de rendre compte c'est moment de reddition de compte. Donc nous demandons en chairman ça pour le capable premièrement adresser une correspondance par le département de justice américain pour voir si pas de complicité citoyens américains, gens qui sont résidents et qui viennent laver l'argent ici aux États-Unis. Donc objectif là c'est attirer attention sur détérioration en situation pays d'Haïti pendant que l'autre monde a fait beurre sur deux pays. Voilà, un autre aspect de cette mobilisation nationale et internationale par rapport à la demande de compte par rapport à la gestion des fonds de Petro-Caribé. On va parler un peu de politique, cette fois au Parlement, à la Chambre des députés particulièrement. Sachez que Jean-Hubert Goudou, ce n'est pas seulement M. Séan qui rencontre tout le monde pour voir comment il va passer au Parlement. Ouais, il y a un groupe de députés qui rencontre directement le chef de l'État. C'est le chef de l'État directement qui a décidé de rencontrer un groupe de députés minoritaires à la Chambre des députés. C'est le groupe GPS. L'idée, c'était quoi? C'était clair qu'ils étaient en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent... Le président était en train de voir comment est-ce qu'il peut avoir le support de ce groupe minoritaire pour la ratification de l'énoncé de politique générale de M. Séan. On va écouter Asnel Jean, député de La Tortue, qui va nous expliquer un peu comment s'est passée cette rencontre. Plus important, d'y parler sous possibilité pour tout le monde mettre tête ensemble pour le Premier ministre capable de passer cap là. Parce que la population n'a pas qu'à rester à observer une situation côté qui gagne un gouvernement démissionnaire et que nous faisons des échanges ensemble avec lui. Nous parlons ensemble avec lui sur ça, nous sommes capables d'accepter et ça, nous ne sommes pas d'accord. Et moi, je pense qu'il rencontrer GPS, là pour rencontrer APH, peut-être il déjà rencontré GPEUP et puis OPL Vérité et Alliés. Président, son gouvernement qui a monté, si toutefois nous venons avec seulement nouveaux ministres, c'est comme si c'est un pays qui est écrasé. Il y a une volonté peut-être pour capable reconduire quelques dans le ministre qui était là. Mais seul ça me connaît. Gouvernement qui démissionnaire là, s'il était efficace, il n'est pas démissionnaire, je veux dire.
Voilà, il a expliqué un Non. peu comment ça s'est passé. Il faut souligner, Jean-Numa Goudou, Monsieur Astin l'a précisé que Jovenel Moïse a clairement expliqué qu'il serait intéressé à revenir avec plusieurs anciens ministres. Sérieux? Oui, ben, il l'a dit dans le son clairement. Comment ça va se dérouler? Peut-être qu'on va faire deux ou trois mots commentaires là-dessus, mais c'est clair, il a confirmé que Jovenel Moïse a bien l'intention de revenir avec plusieurs ministres du gouvernement démissionnaire. Ben, Comment ça, on va l'écouter, mais bon... Le groupe GPS, est-ce qu'il serait prêt à voter favorablement l'énoncé de politique générale de Jean Risseyan? Monsieur Jean ne l'a pas dit de façon claire, mais à l'écouter, il faut admettre qu'ils sont apparemment un peu favorables à ça, en tout cas lui-même personnellement. Et là-dessus, il dit qu'ils n'ont aucune demande spécifique à faire en termes de positionnement dans le prochain gouvernement. On va écouter monsieur Jean à nouveau. Pas aucune condition nous poser pour nous voter Premier ministre. C'est notre devoir à nous venir au Parlement pour nous travailler, pour nous retirer le pays dans la situation côté le gouvernement là. Dans le bloc GPS, nous-mêmes son bagaille sans condition. Je dis c'est débloquer bagaille là. Quant à GPS, nous pas réclamer pièce ministère. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans à Pointe-aux-Trembles au 12011 Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur le modèle de 2018 jusqu'au 31 août. Des petits modèles de camions, neufs et d'occasion de toutes les automarques. Appelez Vince Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août 2018. Certaines conditions s'appliquent. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514
914 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al faire affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. – 7h46, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Nos nouvelles apportées par intexto.ca. Nous sommes en direct sur cette adresse Internet aussi, en direct sur Facebook et en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Alors, à Haïti, Petro-Caribé Challenge, alors que, bon, depuis quelques temps, depuis plus d'une semaine, tout le monde applaudissait dès demain le caractère pacifique, non violent, même dans le verbal, il n'y avait pas de violence depuis ces manifestations organisées un peu partout. À Port-au-Prince et quelques villes de province, ça a commencé à prendre, comme au CAI, au Cap-Haïtien, à Ouanamint, il est prévu des manifestations aussi. Des sittings un peu partout. Et là, hier, ça a bardé. Ouais. Pourquoi? Ben, ça a bardé parce que c'était une non-violence assez fragile, en fait. Tu te rappelles, avant même qu'on arrive sur le macadam, j'avais fait le commentaire il y a peut-être une semaine de cela, que c'était un mouvement à surveiller à plusieurs niveaux. Parce que l'ampleur que ça prenait sur les réseaux sociaux, c'était prévisible que ça allait se rendre à travers les rues. Ça, c'est un. La deuxième chose qu'il fallait surveiller dans ce mouvement-là, c'est on a affaire avec le peuple. Et on a un peuple qui est frustré, qui a beaucoup de frustration dans des contextes extrêmement difficiles. Pas de Premier ministre, la cherté de la vie, la rentrée des classes. Toutes les conditions sont réunies pour voir le peuple. C'est extrêmement fragile. C'est sûr. Et la fragilité de ça, ce n'est pas seulement au niveau de la population elle-même, c'est au niveau aussi de l'organisation. Actuellement, si on doit chercher les organisateurs de ce mouvement, on doit aller où exactement? Et c'est une autre fragilité à souligner dans cette affaire, Jean-Humain, c'est que beaucoup de gens vont profiter de ça, malheureusement, que ce soit des politiques ou des gens qui ont d'autres agendas, pour se faufiler dans ce mouvement, pour atteindre eux-mêmes leur objectif. Ouais. Il y a eu deux tentatives. Il y a eu une première tentative vendredi dernier avec Éric Jean-Baptiste. Gentiment, de manière bon enfant, les jeunes l'ont repoussé. Cette tentative d'infiltration du mouvement, qui est un mouvement citoyen et puis surtout de jeunes. Et l'autre tentative, c'est arrivé cette semaine avec des déclarations de Don Cato et d'un autre sénateur, je crois, je ne me souviens pas le nom, et qui commençait, Évalière Beauplan, voilà, qui félicitait les jeunes, qui les encourageait, les féliciter, intervenir publiquement dans une affaire comme ça. Moi, cela me démontrait qu'il y a une tendance, un raccourci d'infiltration pris par ces politiciens-là. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont intervenus sur la question. Mais ça devait arriver, Jean-Étienne, parce que dès qu'il s'agit de foule dans les rues, veut pas, ça ne réfléchit pas. En tout cas, la première version qu'on a là, en tout cas à partir de ce reportage, apparemment, ce seraient les agents de la PNH qui sont intervenus pour qui les auraient provoqués. Qui pourrait être un autre message si c'était la population, en tout cas, l'idée serait que la population, les manifestants
avait peut-être la volonté ou bien voulait continuer à manifester correctement sur la base de cette version, je précise, jusqu'à ce que la PNH intervienne et les empêche et voilà tout ce d'aller devant le palais national. Ben, pourquoi les empêcher? C'est ça aussi. Juste Ça, c'est un autre aspect extrêmement sensible à contrôler en Haïti par rapport à tout ça. N'oublie pas, Jean-Huma, on a ça qui a commencé sur les réseaux sociaux. Maintenant, on l'a sur le macadam par rapport au prince seulement. Ouais. Mais si vous entrez dans une logique de répression, pas même de contrôle, de répression de tout ça, ça risque vraiment de créer beaucoup de problèmes à Jovenel Moïse parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous avez un peuple qui a beaucoup de frustration, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Ils ne peuvent pas manger à sa faim. Et maintenant, si vous commencez à les matraquer, à envoyer de gaz lacrymogène un peu partout, ce n'est pas à rapport au point seulement que vous aurez à faire. Les cas est là, etc. Oui, mais... Ça peut déboucher vraiment sur des choses assez compliquées en Haïti. Mais en même temps, c'est une foule qui grossit de plus en plus. Et de plus en plus, ça risque de devenir incontrôlable. Et il y a comment dire, des tentatives d'infiltration qui sont assez fortes de ce mouvement, des tentatives de récupération de ça aussi sur le plan politique. Et ça, il n'y a pas moyen, si la foule grossit de plus en plus, il n'y a pas moyen pratiquement d'éviter ça. Surtout sur l'infiltration, sur la durée. C'est clair. Sur la durée, les risques d'infiltration existent et vont augmenter à mesure que la foule grossira aussi. Et c'est ça, je pense, que le gouvernement ne maîtrise pas. Ne maîtrisera pas. Comment on va maîtriser? Il y aura toujours des infiltrations. C'est pas un bal où tu viens. C'est même pas un bal. C'est pas à l'université ou un endroit, tu as une carte d'identité, il faut se présenter. On est à travers les rues. Il y a beaucoup de gens frustrés. Ouais. On n'était même pas encore là. Tu te rappelles, le 6, 7 et 8, c'est les mêmes frustrations qu'on avait avec le peuple qui n'a même pas changé. Justement, parlons d'une autre tentative d'infiltration. André Michel. Pourquoi c'est à ce moment-là qu'André Michel vient déclarer dans les médias, et puis il y a des médias qui, ma foi, qui décident de diffuser ça. Mais qui il est, André Michel? C'est un avocat, d'accord. Mais qui vient affirmer que la Cour des comptes aurait accordé des charges à Sophia Martelly, la femme de l'ancien président Michel Martelly, pour sa gestion de fonds de l'État dans le cadre d'une commission machin chouette. Mais d'où est-ce qu'il sort ça, lui? C'est ça la question fondamentale. C'est pas parce que c'est André Michel qui a un problème, mais il doit, et c'est la question fondamentale que devait, je ne sais pas si les journalistes sont posés, je n'ai pas entendu. Non. C'est la question fondamentale qu'on devait poser à M. André. Où est-ce que vous avez, quelles sont les preuves que vous avez? Ça, c'est le premier réflexe. Dans une démarche purement journalistique, l'autre réflexe serait de contacter la Cour supérieure des comptes pour confirmer est-ce que ce que M. Michel a dit est vrai. Et éventuellement contacter Mme Martelly, qu'elle veuille intervenir ou pas, pour dire, écoutez, on a appris que vous avez reçu des charges de vos gestions, je ne sais quoi. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut confirmer? Mais là, on est dans une démarche où André Michel a balancé ça. Personne n'a aucune preuve. Et puis, c'est déjà l'information. Et on appelle ça une vraie tentative de manipulation et qui a réussi. Peut-être dans les éditions à venir, j'espère que Vision 2000 va revenir avec l'autre son de cloche de la Cour supérieure des comptes et aussi de Mme Martelly. C'est ça. Il faut bien préciser. Que... Et puis là, il faut qu'on rentre aussi dans une démarche. Je ne dis pas que Mme Martelly n'avait pas... ne pouvait pas recevoir c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Il faut qu'on rentre aussi dans une démarche. Si on a des institutions qui ont des missions, des prérogatives, ben, sauf sous un angle beaucoup plus technique, on peut le regarder, mais vous dites que c'est la Cour supérieure des comptes qui est chargée de donner des charges. S'il donne des décharges, pourquoi aller? Parce que c'est Mme Martelly. En plus de tout ça, parce que c'est Mme Martelly, ça doit avoir des critiques. On peut aller critiquer la façon de faire si ça ne respecte pas les normes. Il faudrait d'abord et avant tout qu'on vérifie ça. D'abord, si c'est vrai. Deuxièmement, où est le problème? Vous dites que c'est la Cour supérieure des comptes qui doit donner des charges. La Cour supérieure des comptes donne des décharges parce que c'est Mme Martelly, ça doit aller à travers la presse, etc. On ne comprend pas.
Maintenant, même si c'est confirmé qu'on a donné des charges, il fallait aller voir techniquement est-ce que ça respecte les normes. Si ça respecte les normes, l'institution est placée pour faire ça. Pour faire ça, et puis on respecte ça. Mais c'est ça. Il n'y a pas moyen de venir... Quand on parle de respect de l'institution forte, c'est aussi ça. C'est comme si quand c'est en ma faveur, l'institution elle est faible. Quand c'est pas en ma faveur, l'institution est forte. Quand c'est pas en ma faveur, l'institution est très faible. Il faut qu'on arrête ces histoires-là. Et là, vraiment... Oh là là, j'ai trouvé ça difficile. J'aimerais juste ajouter 2 ou 3 mots par rapport au fait qu'au début, les manifestants avaient dit aux politiques qu'il faut rester à l'écart de tout ça. C'est compliqué, dans le sens où vous ne pouvez pas, parce que vous manifestez, c'est vrai que la perception, c'est même pas la perception, beaucoup de politiciens sont corrompus, je suis désolé de le dire. Mais... Pourquoi désolé, c'est le cas? Désolé parce que ça ne devait pas l'être. Donc, la parenthèse est fermée. Et maintenant, vous ne pouvez pas juste dire parce que vous êtes politicien et vous n'avez pas le droit de faire un commentaire sur le Petro-Caribé, soit d'encourager ou de ne pas encourager. Mais c'est comme si... À mon avis, à ce stade-ci, les politiciens ou pas devraient... tout simplement réclamer qu'il y ait de la lumière autour de la question, mais pas venir pointer du doigt et essayer de tirer le drap de son côté et puis accuser l'autre. Laisser les institutions travailler et mettre la pression sur ces institutions-là pour justement clarifier ça et dire qui a volé quoi et mettre la justice en branle contre ces personnes-là. Quand vous dites, par exemple, que vous ne souhaitez pas que les politiciens s'accaparent de ça, vous dites quoi concrètement? C'est ce que moi, je veux savoir. Tu ne peux pas l'empêcher d'intervenir. Il a le droit à la parole. Intervenir maintenant pour dire quoi? Donner son opinion. Parce qu'on est politicien, on ne peut pas donner son opinion. La Cour supérieure des comptes, c'est un tribunal. Hein? Okay. Quand un dossier se trouve devant les tribunaux, vous savez, ici, personne n'a le droit d'en parler. Laissez les juges travailler, mener leur enquête. Jusqu'à ce qu'il donne le résultat de cette enquête. Il y a 2 choses à comprendre. Il n'y a pas de comparaison possible. Deuxièmement, ce n'est pas un sujet d'un individu, c'est un truc public. Les gens manifestent à travers les rues. Oui. Je ne comprends pas comment... Maintenant, il faut mettre la pression sur les institutions pour qu'ils disent c'est quoi et pour qu'ils fassent la lumière sur ces questions-là. Mais je suis d'accord. OK. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous ne pouvez pas dire que parce que vous êtes... Qu'est-ce que tu vas me raconter là? Tu vas me dire que c'est mon adversaire qui a volé? À toi de juger l'efficacité ou le discours de ce politicien, mais on ne peut pas l'enlever le droit de commenter ou de dire un mot sur Petro-Caribé parce qu'il est politicien. Ils ont déjà assez commenté, Jean-Étienne. On est d'accord. C'est à toi de décider la limite. Il est 57. C'est à toi de décider la limite de leurs commentaires, mais à demain. Ouais, à demain.